Salut, ici Maps! Dans le cadre du tag 100% bleu que j'ai créé dans les environs du mois de juin, à la fin de ce tag-là, il fallait contacter 5 personnes qui allaient nous suggérer une lecture québécoise, un de leurs coups de cœur, une de leurs lectures préférées. Donc j'avais fait une coupe d'appels avec mes amis, avec ma famille et j'avais ramassé leurs suggestions et je me suis engagée à les lire avant la fin de 2020. Le temps a passé comme si j'avais une éternité pour faire ça et au mois de décembre, je me suis rendu compte que je n'en avais pas lu encore aucun. Donc, j'ai fait ça rapidement au mois de décembre et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, de 5 livres suggérés par ma famille et mes amis, des lectures québécoises. En fait, il y en avait comme 6, parce que si vous vous souvenez de mon appel avec mon amie Pamela, elle m'avait donné 2 suggestions. La première étant Elle.com de Patrick Sénécal, que j'ai décidé d'insérer dans une autre vidéo, un concept où j'ai lu les suggestions d'encore une page. Donc, si ça vous tente d'en savoir plus sur Elle.com, ça va se passer là-bas. Je vous mets le lien en barre d'informations. Par contre, elle m'en avait donné 2. Donc, l'autre suggestion qu'elle m'a faite, c'est Quelques adieux de Marie Laberge. Si vous me suivez depuis quelque temps, cet été, j'ai lu Sans rien ni personne, en fait, qui était une relecture du livre de Marie Laberge, mais je me souvenais plus si je l'avais lu, oui ou non, parce que ça devait faire pas mal longtemps. Et donc, maintenant, j'ai lu Quelques adieux, suggérés par mon amie Pamela. Quelques adieux, c'est l'histoire de François, quarantaine d'années environ, qui est en couple avec Elisabeth depuis plusieurs années, même marié. C'est un couple solide, stable. Son meilleur ami, lui, il a pas mal l'infidélité facile. Puis François le juge pas mal aussi pour ça, mais lui et Elisabeth, c'est pas comme ça. Ils se font complètement confiance. C'est un couple qui fonctionne, qui sont fidèles l'un envers l'autre. Par contre, François est professeur à l'université et il va rencontrer un jour une étudiante de 22 ans qui se nomme Anne. Et toutes ses certitudes vont tomber. Pour une raison qui est obscure, il a autant besoin d'Anne que d'Elisabeth dans sa vie. Il ne peut vivre sans Elisabeth, mais il ne peut vivre sans Anne. Donc les deux sont indispensables à son bonheur, son bien-être, mais c'est comme une relation très déchirante parce que Elisabeth n'est pas au courant de l'existence d'Anne dans sa vie, puis c'est un homme marié, ça y fait de lui une maîtresse, mais une maîtresse à long terme. C'est pas juste un soir et c'est fini, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des sentiments impliqués. Donc, ma foi, c'est très complexe. Avant de commencer, je dois vous avouer que j'aurais vraiment aimé plus apprécier cette histoire-là, parce que c'est la suggestion de mon amie Pam, puis que je l'aime d'amour. Et lorsque j'ai lu Sans rien ni personne cet été, il y avait quelques éléments que je trouvais qui avaient mal vieilli, mais j'avais beaucoup aimé l'intrigue, le schéma narratif. C'était plus comme un thriller, une enquête, un suspense. Mais là, ici, c'est une romance dramatique. Préalablement, avant même de l'avoir lu, cette dualité entre François qui aime 2 femmes pour des raisons différentes l'une et l'autre, mais que c'est pas qu'on s'entend des femmes, ben Anne le sait que François est une femme, mais la femme de François, Elisabeth, ne sait pas que Anne existe, donc c'est pas une relation ouverte, consentante. Disons que ça me faisait un peu grincer des dents. Je suis vraiment difficile sur les romances. Il y a certaines choses que je peux comprendre, comme le premier coup d'œil entre François et Anne, mais je trouve ça vraiment ambitieux d'y aller jusqu'au point que François continue avec les deux tout ce temps parce qu'il a donc bien besoin des deux pour être heureux. Je vous avouerai que si ça avait été écrit par un homme, j'aurais trouvé ça prétentieux, solide. Ça aurait pas passé. Puis là, c'est écrit par une femme, mais c'est vraiment une prémisse que je suis pas fan. Disons que
c'est sûr qu'on n'aime pas les personnes pour les mêmes raisons, mais il y en a toujours une prévalence, puis peut-être que l'autre côté, c'est plus de la nostalgie que de l'amour. En tout cas, j'ai eu bien de la difficulté à comprendre ça. Toute la première moitié du livre, je tournais les pages, puis j'étais vraiment pas sûre, vraiment pas dans le mood d'une romance, point. Vraiment pas dans le mood de ce que cette romance-là me proposait. Puis toute cette histoire-là de simili-triangle amoureux déchirant, ça me parlait pas tant que ça. Avant de vous parler de la deuxième moitié qui est différente, je veux aussi vous parler des personnages parce que comme je vous le mentionne depuis le début, il y en a trois qui sont les principaux, François, Élisabeth et Anne. Et ça aussi, je pense que ça a vraiment eu un gros impact sur mon appréciation dans le sens que Anne, c'est une étudiante un peu atypique, des relations amoureuses inusitées, qui a beaucoup de difficultés à aimer, à s'engager pour vrai, qui cumule les relations sans lendemain. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre Anne, mais d'un autre côté, je ne pense pas que c'est un personnage qui est fait pour qu'on la comprenne. C'est vraiment un petit chaton blessé qui a l'air d'un tigre à l'extérieur. C'est ça que Anne est. Et ça, je pouvais comprendre, mais je me serais jamais mise dans une situation comme elle, en étant, tu sais, la troisième roue ou l'amante. Je comprenais davantage les réactions de sa meilleure amie à Anne, qui est Hélène, puis qui était comme moi, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Je me sentais un peu plus comme elle. Pour ce qui est de François, lui non plus, je peux pas dire que j'ai particulièrement connecté avec lui. C'est sûr que sa situation entre les deux femmes, j'avais beaucoup de réserves par rapport à ça. Non, j'ai pas réussi à connecter avec lui non plus. Et du côté d'Élisabeth, on la rencontre davantage dans la deuxième partie, mais même à ça, pour des raisons, elle, un peu plus qui m'échappent, j'ai pas nécessairement réussi à connecter avec elle non plus. Donc ça, c'est une grande partie pour moi de la problématique, moi, envers ce livre-là, c'est que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, puis ça, ben, ça fait mal. La trame narrative change presque du tout au tout à partir de la moitié du livre. Il y a un événement qui explose que je n'avais pas vu arriver. En fait, je pensais qu'un tel événement allait arriver, mais pas avec ce personnage-là. Donc oui, j'ai été surprise. Ça change un peu tout, dans le sens que le début, c'est vraiment une romance, un triangle amoureux déchirant. La deuxième partie est beaucoup plus psychologique. On est dans l'analyse d'une situation. On retourne dans le passé pour essayer de découvrir d'une autre perspective. On n'est pas dans le même atmosphère, dans la même ambiance. J'ai préféré la deuxième partie, je trouvais que ça tournait beaucoup mieux les pages, il y avait quelque chose de très intéressant par rapport à ça, et la finale m'a vraiment surprise aussi. En fait, je pensais que ça allait finir vraiment plus trash que ça. Je m'étais fait des scénarios. Ça finit particulièrement bizarre un peu aussi. J'ai terminé ce livre-là en me disant, je sais pas trop ce que j'en ai pensé, mais je ne pense pas que c'était pour moi, peut-être pas dans le bon moment non plus, peut-être pas les bonnes thématiques, mais définitivement, j'aurais préféré que ça soit un plus grand succès que cela ne l'a été. Sur Goodreads, j'ai mis la note de 3 étoiles sur 5. C'est une note qui passe. Je pense qu'elle est peut-être un peu généreuse. Seul l'avenir me le dira. Peut-être que je le reprendrai dans un autre moment, mais j'ai pas l'impression que cette prémisse de triangle amoureux va me parler plus tard. À suivre. Donc, un essai ambitieux pour cette première suggestion. Allons voir ce que les autres me réservent. Deuxième lecture, cette fois-ci suggérée par mon ami Fred, Un petit pas pour l'homme, écrit par Stéphane Dompierre. Donc j'étais pas mal contente de découvrir un nouvel auteur, je n'avais jamais lu Stéphane Dompierre. Donc dans ce livre, c'est l'histoire de Daniel, proche de 30 ans, qui a une relation avec sa blonde depuis 6 ans et demi. Et là, tout à coup, ben, il se rend compte qu'il n'y a plus vraiment de sentiments pour elle, donc il décide de la laisser. Et ce qu'on va suivre, en fait, ce sont les 5 phases du célibat qui sont décrites au début du livre en interlude, c'est comme ça que ça s'appelle? Un prologue? Donc en introduction, et
Il y a une petite description de chaque phase. Il semble avoir eu des études faites sur ces 5 phases-là et que chaque personne qui retourne célibataire vit ces 5 phases-là en ordre. Parfois, il y en a 2 qui peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre. Parfois, les phases sont plus longues ou plus courtes, dépendamment de qui vous êtes. Mais il semblerait que tout le monde vit ces 5 phases-là de manière plus ou moins intense. Et donc, c'est ça qui va se passer pour notre personnage de Daniel, une fois qu'il va laisser sa blonde, sa conjointe des 6 dernières années quand même, eh bien, il va tomber dans la première phase et on va le suivre jusqu'à la dernière phase, la 5e. Tu sais, c'est un livre où on suit Daniel, 30 ans, qui est très proche de mon âge, un éternel homme adolescent. Ce qui est un peu particulier, c'est que Fred, la personne qui me l'a suggéré, est un peu comme ça aussi. Donc, je pense que si je n'avais pas autant d'affection pour cette personne-là, pour Fred, peut-être que j'aurais beaucoup moins apprécié le livre, mais je reconnaissais un petit peu de sa personne dans ce livre-là, donc c'est ça qui me le rendait un petit peu sympathique. Un petit peu plus sympathique. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu surprise parce qu'il y a certains aspects qui sont, ma foi, malaisants, qui sont pas très 2020. Puis au début, j'avais vu 2015 comme année de publication, puis j'étais comme, on a-tu fait tant de progrès quant à la manière qu'on aborde certains sujets, la description des femmes en 5 ans, mais finalement, non, c'est pas ça. Ça a été publié en 2004 et republié en 2015. Donc, ce livre-là a 16 ans, ce qui explique davantage certaines choses qui ne m'ont pas tant plu. En fait, ça se passe beaucoup dans la description des femmes qu'il rencontre. La grosseur et la forme des seins est très souvent expliquée. Le physique des femmes est expliqué d'une manière pas nécessairement grossière, mais pas nécessairement super habile. J'avais l'impression de me sentir dans un beau gros boys club, là. Puis lorsqu'il se rencontre avec ses chums de gars, ça volait pas haut en termes de discussion. Disons que le jeune homme, ben le jeune, rendu à 30 ans, l'homme qui veut pas tant vieillir, l'homme adolescent de 30 ans, on l'a quand même lu pas mal dans les livres, puis je pense qu'on a compris. Disons que j'aurais préféré lire un homme mature à 19 ans que cet homme adolescent de 30 ans. Somme toute, je dois vous avouer que ça s'est lu super facilement. J'ai beaucoup aimé la plume de Stéphane Dompierre. Je serais davantage intéressée à lire ses œuvres plus récentes. Je trouvais que ça se lisait super bien, l'écriture, la fluidité, puis le fait qu'on avait une ligne directrice assez claire, qu'on allait passer par les 5 phases, même si on savait pas comment on allait s'y rendre avec le personnage de Daniel. Je trouvais ça intéressant. Moi qui aime avoir quelque chose de linéaire, ben, j'ai été servie dans ce cas-ci. Donc pour ce qui est de la trame narrative, pour ce qui est de la plume, j'ai beaucoup aimé. Puis, comme je vous mentionne, moi, ce qui a été mon bémol, c'est vraiment les thématiques. Je peux pas dire que c'est ce que je préfère suivre un homme adolescent de 30 ans qui sait plus quoi faire de sa vie. Par contre, il y a un aspect qui est super intéressant qui est un peu élaboré à travers tout ça, c'est que certains moments dans notre vie qu'on est à quelque part puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut plus, est-ce qu'on est bien dans cette place-là au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau mental. Donc il y a comme cette réflexion-là aussi du personnage qui est peut-être abordée de manière plus ou moins délicate, dans le sens que lui, ben, tout d'un coup, il est plus amoureux de sa blonde, puis au lieu de découvrir pourquoi, au lieu de peut-être travailler là-dessus, ben, il fait juste la laisser, puis peut-être éventuellement recommencer une relation. Donc, il y a quelque chose de maladroit peut-être là-dedans. Mais la réflexion, elle est valable, elle est valide, dans le sens qu'il y a certains moments dans notre vie qu'on se dit, est-ce que c'est l'emploi que je veux? Est-ce que je veux plus? Est-ce que ça me satisfait? Je suis due pour du changement par rapport aux relations aussi. Donc, il y a un certain questionnement que j'ai aimé puis que je trouve intéressant d'aborder parce que peu importe notre âge, ben il y a des moments dans notre vie qu'on se pose plus de questions. C'est tout le temps un bon moment de remettre les choses en perspective. Ce qu'il fait peut-être au niveau professionnel qu'il n'a pas vraiment fait au niveau personnel. Malgré tout, ça a été une lecture correcte.
Il y a un petit peu d'humour là-dedans qui décoince un peu les moments malaisants. J'aurais définitivement apprécié que la femme soit pas si objet, mais il y a de l'espoir de se dire qu'en 16 ans, ben peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas si bien vieilli que ça, ce qui veut dire qu'on évolue. Le troisième ouvrage que j'ai lu, c'est Ton absence m'appartient de Rose Aimée Automne Témorin. J'en savais vraiment très peu à propos de ce livre-là. J'avais compris que ce n'était pas une fiction, donc une non-fiction, un peu autobiographique aussi, mais je ne savais pas que ça ne parlait pas uniquement de Rose-Aimée Automne-Témorin. Il y a aussi divers témoignages de personnes que Rose-Aimée a interviewées. Et donc, c'est vraiment à partir de son expérience personnelle, il y a une quête identitaire et un questionnement en lien avec est-ce que notre enfance forme, dicte qui nous sommes plus tard. Elle a d'ailleurs eu une enfance assez particulière, un père qui était atteint du cancer et dont on lui avait donné, je pense, 24 mois, et il a vécu des années, comme 14 années. Ce qui fait en sorte que son père a toujours vécu un peu sur le qui-vive et a éduqué Rose-Aimée en fonction qu'il pourrait mourir demain, dans l'objectif de faire d'elle une femme forte, une femme autonome, mais peut-être de manière un peu malhabile. Et donc, c'est sur ce sujet-là, en se remémorant certains passages de son enfance qui alternent entre des moments drôles et des moments difficiles, c'est à travers tout cela qu'elle va peaufiner sa réflexion. Et peut-être dans l'objectif d'ouvrir ses horizons, elle est allée recueillir différents témoignages de d'autres personnes qui ont vécu des situations difficiles dans leur enfance, mais qui ne sont pas les mêmes que son expérience à elle. Donc, juste pour vous donner un bref aperçu, la deuxième histoire, c'est celle de Timalé. Sa famille qui se sont enfuis du Laos et qui sont tombés dans un camp de réfugiés. Par la suite, nous allons découvrir l'histoire de Marilyn et le programme MK Ultra qui devait travailler avec les personnes atteintes de schizophrénie, mais l'expérience est allée vraiment au-delà de ça. C'était plutôt de détruire l'esprit pour le reconstruire, ce qui forcément a causé de grands traumatismes à toutes ces personnes qui ont subi le programme. Et donc, Marilyn est la sœur de deux personnes qui ont vécu ce programme-là. Elle partage avec grande ouverture ses émotions et comment elle s'est sentie à l'époque, comment elle se sent aujourd'hui. L'histoire de Christelle, c'est celle que l'on découvre par la suite, sa naissance qui résulte d'un adultère dont tout le monde est au courant, mais qu'elle sera la dernière à le savoir. Il y a aussi l'histoire de Guillaume qui a la maladie du glaucome qui fait en sorte que ses yeux voient de moins en moins bien au fur et à mesure que les années passent et donc éventuellement il va devenir complètement non-voyant. Et c'est un peu la perspective de vivre sachant que tu vas perdre un de tes sens imminemment. Et assez rapidement, là, dans le sens que c'est à 20 ans qu'on lui avait dit qu'il serait complètement non-voyant. L'avant-dernière histoire, c'est celle d'Annie, une histoire d'une petite fille qui s'est faite transférer d'une famille d'accueil à l'autre, qui avait déjà des comportements internalisés dus à sa famille biologique et aux abus qu'elle a subis. Et il y a tout le volet de la deuxième chance, d'une famille qui lui permet de s'épanouir, mais d'un autre côté, il y a toute la culpabilité de ses frères et sœurs biologiques qui n'ont peut-être pas eu cette chance-là. Et le dernier témoignage, c'est celui de Samara et Sarah, qui ont été dans une école où il y a eu 2 vagues de suicides, ma foi, assez importantes. Toutes les émotions, comment elles se sont senties, comment elles ont réussi à se sortir de là, c'est ce qu'on va découvrir avec elles. Le livre se conclut avec Rose-Aimée Témorin qui fait un peu la boucle de son histoire à elle, une fois qu'elle a inclus tous les témoignages dont on connaît maintenant la portée. Je dois vous avouer que j'ai été vraiment touchée par ce livre-là. Je suis embarquée dans le livre sans trop savoir
à quoi m'attendre. Je trouvais le titre touchant, poignant, mais c'était vraiment une œuvre complète bouleversante. Les témoignages étaient les uns après les autres touchants, difficiles, sensibles à leur manière. Il y avait malgré tout le temps une pointe d'espoir dans les témoignages. Il y a des personnes qui ont été choisies particulièrement pour leur positivisme et leur manière plus optimiste de voir leur présent et leur futur, ce qui fait en sorte qu'ils sont maintenant des adultes résilients. J'ai apprécié qu'il y ait une variété de sujets abordés, donc je ne m'attendais définitivement pas à un ouvrage aussi percutant, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Quatrième suggestion bleue, faite cette fois-ci par mon amie Ariane. En fait, c'est une relecture pour moi, c'est Soutien-gorge rose et veston noir de Raphaël Germain. Je n'ai pas de date exacte quand est-ce que je l'ai lu pour la première fois, mais ça fait au moins une bonne dizaine d'années. Donc, Soutien-gorge rose et veston noir, c'est l'histoire de Chloé et de son petit trio d'amis, Chloé, Juliette et Antoine. Et il y a quelques années, ils ont créé un manifeste du célibat, ayant eu des expériences plus ou moins heureuses avec l'amour, avec les relations amoureuses. Ils ont décidé de vivre pleinement leur célibat et de s'attacher le moins possible. Et donc, ça fait déjà quelques années que ce manifeste a été signé et aujourd'hui, ils ont environ 28 ans. Pour certains, ça ne correspond plus nécessairement à ce qu'ils désirent. Chloé a toujours été une éternelle romantique, même étant toute jeune, donc elle ressent qu'elle aimerait probablement plus avoir quelque chose de sérieux que de continuer à butiner telle une abeille. C'est donc le parcours de Chloé que l'on va suivre dans ce livre-là, mais pas uniquement. Par la bande, on va suivre aussi le parcours d'Antoine et de Juliette. Et ils ont leur ami Marcus, en fait, qui est le colocataire de Juliette. Donc, on va suivre un petit peu cette petite troupe-là à travers un cheminement psychologique, un cheminement personnel, chacun dans diverses directions, mais il va définitivement avoir une évolution dans leur manière de penser, dans leurs croyances et dans peut-être ce qu'ils pensaient désirer, mais que maintenant ils réalisent peut-être un peu plus ce qu'ils désirent pour vrai. C'est considéré comme de la chick lit. J'appellerais ça tout simplement une romance, parce que j'aime pas le terme chick lit finalement. Il y a un élément qui pourrait vraiment faire penser à un gros slow burn, une romance qui s'embrase petit à petit, puis à la fin on a juste envie que ça pogne le feu. C'est très contemporain aussi. Vu qu'ils ont 28 ans, ce sont des réflexions en lien avec divers sujets, avec être bien seul et ou être bien en couple. On a beaucoup d'aspects par rapport à la maternité, à propos du fait d'avoir des enfants. Donc il y a une variété de thématiques abordées dans ce livre-là. Je dois vous avouer que j'étais plutôt sceptique avant d'entrer dans ma lecture, pour plusieurs raisons, parce que j'ai fait beaucoup de relectures, beaucoup, comparativement à zéro, mais j'ai fait plusieurs relectures cette année, puis j'avais trouvé l'expérience un petit peu difficile parce que la vision de 2020 était vraiment différente que la vision que j'avais eue lorsque j'avais lu les livres pour la première fois. Puis j'ai l'impression qu'il y a tellement un mouvement de changement ces derniers temps qu'on ressent parfois à quel point le livre est vieux en termes d'années publiées. Tu sais, celui-là a été publié en 2004. J'avais donc beaucoup d'appréhension par rapport à certaines thématiques, comment elles allaient être abordées. J'avais vraiment peur que ça paraisse que c'est pas un ouvrage actuel et que malgré que c'est pas de son époque, que ça m'embête. Donc j'ai commencé ma lecture, l'écriture ma foi assez fluide, assez immersive aussi. Rapidement, je me suis prise d'affection pour les personnages de cette histoire-là, puis il y en a quand même plusieurs. On suit tout le temps de la perspective de Chloé, mais on suit d'autres personnages autour. Rapidement, je me suis souvenue de mon personnage préféré, c'est définitivement Marcus, un grand Jamaïcain drag queen. Oh mon Dieu, j'aime tellement sa personnalité, sa chaleur, sa douceur, ses conseils.
tellement le personnage que je préfère de cette histoire-là, que je devais aussi préférer il y a des années et que j'ai encore préféré cette fois-ci. Si je continue en lien avec les personnages, qu'ils étaient vraiment tout en nuances, tout en complexité. Il y a beaucoup de discours qui est de surface, plus qu'on gratte à travers l'histoire, plus qu'on comprend un peu leur peur internalisée, puis que peut-être que ce qu'ils disent, c'est pas nécessairement comment ils se sentent. Donc on finit par les découvrir de plus en plus, à gratter les couches, puis à comprendre qu'ils sont vraiment des personnages plus complexes que ce qu'ils nous étaient démontrés au départ. Quoique j'ai jamais eu l'impression nécessairement qu'ils étaient des personnages unidimensionnels, mais je trouve qu'il y a un bon travail de fond dans les divers personnages, autant Daphné qui est la sœur de Chloé qui va vivre plusieurs choses assez complexes, que nos trois protagonistes qui sont pris un peu dans qu'est-ce que je recherche dans mes relations amoureuses? Est-ce que je veux des relations amoureuses? Est-ce que je suis capable de m'épanouir sans? Donc, j'ai trouvé qu'au travers de tout ça, il y avait vraiment une bonne démarche de construction des personnages qui fait en sorte qu'on arrive à les comprendre, qu'on arrive à comprendre leur comportement, leur raisonnement et qu'on les suit dans leur parcours. Donc, vraiment une belle surprise pour les personnages, un bon point positif. Il y a une certaine humour particulièrement incarnée par Chloé et je dois vous avouer que c'est quelque chose qui me ferait vraiment rire. Au fur et à mesure que le livre avançait, j'avais des petits poufs de rire, un genre de sarcasme lorsque tu dis quelque chose mais c'est à l'opposé de ce que tu veux dire vraiment. Il y avait comme cette petite touche d'humour qui me parle énormément dans ma vie. Donc ça, c'était aussi définitivement un plus pour ce livre-là. Lorsque tu arrives à me faire rire ou à me faire pleurer, c'est vraiment bon. Pour ce qui est de l'histoire, ben c'est sûr qu'au départ, je me disais, des personnages de 28 ans qui ne pensent qu'à boire pis tout ça. Oui, j'ai cet âge-là, mais je suis pas à cette partie-là de ma vie. Par contre, c'est pas quelque chose qui me dérangeait autant que dans le livre Sortie de filles de Catherine Bourgault. Je me disais, mon Dieu, il y a tellement des comportements de personnes de 19 ans, ou en tout cas ce que moi je vivais plus à 19 ans, que là, j'ai vraiment ressenti qu'ils faisaient leur âge malgré tout ça. Donc, je suis en train de me dire que c'est pas nécessairement le comportement qui me dérange, plus que la façon que c'est amené, la façon que c'est expliqué, et peut-être juste les réflexions au-delà de ça, tu sais. Oui, ils buvaient probablement autant, peut-être même plus que dans la sortie de filles, mais le mental était beaucoup plus avancé, les réflexions beaucoup plus poussées que dans l'autre livre. Donc, je suis en train de me rendre compte que le délai entre moi et les personnages est pas nécessairement dans leurs comportements qui sont différents des miens, mais plus dans la réflexion qui me semble plus appropriée pour ici des personnages de 28 ans que dans l'autre livre dont je mentionnais préalablement. Puis tu sais, l'histoire, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de filons, c'est quand même assez complexe. On comprend les dilemmes des personnages, on comprend vraiment la dynamique du trio, Juliette, Antoine, Chloé. On voit qu'il y a quelque chose qui se développe ou qui s'est déjà développé ou quelque chose de particulier entre Antoine puis Chloé. Mais on comprend aussi que c'est pas facile parce que les deux ils ont des gros mécanismes de protection. Donc ça peut faire vraiment peur, puis aussi d'être en amour ou d'avoir des sentiments pour son meilleur ami depuis toujours. Tu te dis que si la relation amoureuse fonctionne pas, mais tu perds peut-être aussi la relation d'amitié en même temps. Il y avait beaucoup de réflexions que tout au long du livre, je trouvais vraiment pertinentes et même peut-être au-delà du temps qui était 2004. Autour de Juliette, il y avait vraiment un désir de sortir des stéréotypes associés au genre féminin. Ce que je trouve vraiment intéressant parce que de ma perspective, en 2004, on n'était pas tant rendu là, puis même aujourd'hui, c'est délicat comment on arrive à le faire. C'est sûr qu'à certains moments, j'ai trouvé ça maladroit, puis ça trahissait un petit peu que c'était du 2004. Tu sais, le terme garçon manqué. En plus, je venais d'écouter la vidéo d'Encore une page qui le mentionnait. Puis à la fin aussi, ça, c'est vraiment le morceau qui m'a dérangé le plus, même si c'est assez banal. Lorsque Antoine puis Chloé disent qu'ils ont réussi à faire mettre une robe à Juliette, puis qu'ils trouvent ben ça cute, puis là Juliette est comme pas super à l'aise de toute façon là-dedans, puis j'étais comme tu sais. Je comprends où est-ce qu'on en était en 2004 et je m'attendais vraiment à un plus gros décalage que ça. Donc, ce qui est vraiment une bonne chose. Peut-être que là où j'ai eu le plus de froissement, c'est par rapport au poids. Il y avait vraiment beaucoup de mentions en lien avec le poids.
Par contre, il y avait beaucoup de choses que j'ai trouvées très réfléchies pour l'époque, beaucoup de thématiques abordées, des enjeux en lien avec la maternité, en lien avec la féminité, avec l'homosexualité aussi, juste avec le personnage de Marcus qui est une drag queen. On voit que l'autrice avait déjà un grand désir d'ouverture et je trouve personnellement que c'est bien fait particulièrement pour l'époque. C'est sûr que je suis pas une représentation d'aucune diversité, c'est vraiment ma propre perception par rapport à ça, mais j'ai vraiment été surprise de ma lecture, j'ai embarqué beaucoup plus que ce que je pensais préalablement et j'ai vécu des frissons à la fin de ce livre-là. Au fur et à mesure que ça avançait, j'étais prise dans le dilemme de Chloé, même si c'était tellement évident qu'est-ce qu'elle devait faire, mais je comprenais à quel point c'était troublant et j'ai vécu des frissons. Ça m'a vraiment procuré un bon temps de lecture. Donc, grande surprise pour Soutien-gorge rose et veston noir, il a repassé le test de la relecture. Ma cinquième et dernière lecture pour cette vidéo spéciale, c'est une suggestion de ma mamie, Un bonheur si fragile de Michel David. Donc, c'est un roman historique, ça se passe dans le Québec rural de 1900. On va suivre une famille, la famille Joyal, mais plus particulièrement Corinne, qui va avoir 19 ans au début du livre. Donc, on est dans cette période pas très riche au niveau économique, où la technologie n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. On a des animaux pour survivre, on a un rythme de vie assez différent de ce qu'on connaît maintenant. On fait des vêtements à partir de poches de patates. La manière aussi d'aborder l'amour est très différente. Les garçons viennent courtiser les jeunes filles. Il faut l'approbation des parents pour qu'il y ait fiançailles et mariage. L'Église est très importante dans toutes les sphères de la vie. Le devoir familial, la place des femmes. Donc on retourne dans le Québec rural des années 1900 avec l'histoire de ce livre-là. Et comme je vous le mentionnais, on va suivre Corinne Joyal, mais pas uniquement, mais presque totalement. Il y a certains moments qu'on va suivre d'autres personnages, tout simplement parce qu'il y a différents filons et que ça suit mieux l'histoire si on n'est pas de sa perspective, parce qu'elle n'a pas idée de ce qui se passe. Donc oui, on a le volet que j'appellerais peut-être familial, on a le volet individuel par la personne qu'est Corinne, mais on a aussi un aperçu du côté religieux et du côté politique. Donc c'est un univers assez bien construit, assez important, et dans ce livre-là, on va suivre environ une année dans la vie de Corinne, sa première année en tant que femme mariée, qui va découvrir comment gérer une maison par ses propres moyens et qui va vivre des enjeux, des obstacles naturels, mais il y a aussi certaines choses qui vont faire en sorte que ça va être parfois un petit peu plus difficile, la vie qui met ses propres barrières dans la vie de Corinne. Avant de vous parler de l'histoire et des personnages, je dois vous parler de l'écriture de Michel David. C'est une écriture que j'ai vraiment beaucoup appréciée, très fluide, qui se lit super bien, assez immersive aussi. Je vous dirais que j'avais un petit peu l'appréhension lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnages. En fait, il y avait beaucoup de personnages, malgré qu'il y avait une charte là, au début des divers personnages principaux. C'est pas quelque chose que j'aime consulter au début parce que ben, je connais pas les personnages, donc ça m'aide pas de juste mettre ça dans ma tête et de me dire c'est qui Gonzague, c'est qui tous ces personnages-là. Mais forcément, si vous en avez besoin, vous pouvez le consulter parce que ça existe, mais je n'en ai pas eu besoin malgré tout. Il y a peut-être au niveau politique, religieux là, que je suivais moins, mais ça, je pense que ça part de mes propres intérêts. Parce que définitivement, de la part de l'auteur, il y a vraiment un travail bien fait, un travail efficace de nous rappeler de manière subtile les liens entre les divers personnages et de nous faire suivre peut-être un personnage qu'on connaît mieux pour nous rappeler qui sont les autres personnages, quelles sont les situations. Donc, malgré l'abondance de personnages dans ce livre-là,
on arrive à bien suivre tout ce qui se passe. Et oui, il y a beaucoup de personnages, mais ils ne sont pas nécessairement tous des personnages principaux, donc il y en a que c'est pas super grave si on n'est pas certain de leur lien envers les autres personnages. Ceux qui sont les plus importants, on ne les oublie pas, comme Corinne et son prétendant Laurent. Le père de Laurent aussi qui est Gonzague, je sais pas trop comment dire son nom, et la famille de Corinne, surtout sa mère Lucienne et Napoléon. C'est probablement les personnages les plus importants de ce livre-là. Donc, un gros bravo à Michel David pour l'écriture. Je dois vous avouer que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas lu d'historique. C'est un style que j'aimais beaucoup avant. Par contre, j'ai tendance à toujours lire la même chose en termes d'historique, les mêmes années, comme la Deuxième Guerre mondiale, puis le Québec 1900. Donc, il y a quelque chose qui devient un petit peu redondant là-dedans. Puis, avec mes yeux de 2020, il y a quand même certaines situations, particulièrement la place des femmes, qui parfois me choquent vraiment beaucoup lorsque je lis de l'historique. Et donc, j'essaie de faire attention à ménager mon petit cœur pour des choses que je peux pas changer, puis des choses qui ont existé aussi. C'est pas parce que je fais semblant que ça n'a pas existé puis je vis dans le déni, c'est juste parce que ça me choque abondamment. Le personnage de Corinne, c'est celle qu'on va suivre le plus, une jeune femme de 19 ans qui, mon Dieu, mon personnage coup de cœur. Si je ne suis pas fan de lire La place des femmes dans les années 1900, non mais dur à dire ça, 1900, je dois vous avouer que dans ce livre-là, même si la place des femmes est définitivement en dessous de celle des hommes selon les hommes, ben c'est les femmes qui chaînent le plus ici et c'est les femmes qui portent les culottes le plus ici. Mon trio de femmes, Corinne, Lucienne, Juliette. Mais Corinne, peut-on parler de Corinne, s'il vous plaît? Cette fille-là va commencer sa vie, disons, avec un choix discutable, qu'est Laurent. C'est pas un mauvais bougre, mais depuis le début, on voit des red flags. Puis tu sais, elle a 19 ans, rappelez-vous de ce que vous aviez l'air à 19 ans, si vous avez plus que 19 ans. Mais l'amour est très passionnel, puis on laisse peut-être tomber un peu des choses qu'on devrait pas, et c'est ce qu'elle va apprendre à la dure. C'est pas un mauvais gars, Laurent, mais il y a vraiment des gros warnings dès le départ, puis lorsque tu vas de l'avant malgré ces warnings-là, disons que ça sera pas peut-être mieux après. Donc, pauvre Corinne, à part avec une épine dans le pied au départ, mais c'est vraiment pas ça qui va l'arrêter. On découvre une femme forte psychologiquement, mais aussi physiquement, qui va chercher de l'aide, qui est généreuse, que l'aspect de la famille, de la communauté est très important pour elle. Je n'ai que des bons mots pour cette Corinne que j'ai pris en affection, que j'ai tellement aimé suivre dans sa naïveté, mais dans son cœur gros comme le monde. Si ça n'avait pas été de Corinne, cette histoire-là ne serait pas du tout la même. J'ai tellement apprécié suivre Corinne et disons que sans vous en parler plus que ça, la fin me crevait le cœur parce que pauvre Corinne, je vous dirais bien que c'était évident que de telles choses pouvaient arriver, mais c'est pas parce qu'on dit à un personnage « je te l'avais dit » que ça fait en sorte que ça va aller mieux. On la voit vieillir, on la voit prendre la sagesse tout au long de ce livre-là. On la voit devenir de plus en plus sûre dans ses comportements, découvrir et agir avec certains personnages plus difficiles de manière forte, mais sans être méchante. D'ailleurs, le beau-père, le père de Laurent, là, Gonzague, c'est un fichu monsieur, et elle prend le tour d'y parler. Elle comprend comment il est manipulateur lui-même, donc elle réussit à le battre à son propre jeu. J'ai adoré Corinne. Et forcément, ben Corinne, ses parents, Lucienne et Napoléon, surtout Lucienne, sont tellement là pour elle, puis font de leur mieux pour démontrer leur support pour l'aider au niveau économique avec la nourriture et tout ça. Vraiment, les personnages, là, j'ai vraiment beaucoup apprécié les suivre. Les femmes étaient vraiment démontrées très fortes,
malgré le contexte historique, malgré que les hommes se considéraient au-delà des femmes, on voit clairement que c'est les femmes qui sont les plus fortes dans ce livre-là, à tout gérer, à faire preuve de force physique et mentale, de tout orchestrer, d'être tout... Oh my god, je suis flabbergastée. Les hommes font très pâle figure dans ce livre-là. Ben, quoique, il y en a un qui est à suivre. Il y en a un qui fait mentir la chose. Et l'histoire, ben forcément, on suit le périple de l'année complète de Corinne en tant que femme mariée. Donc, il y a quelque chose de très intéressant. Aussi, je trouve que les chapitres fonctionnent bien pour le livre parce que les titres des chapitres sont vraiment comme... nous donnent le goût de savoir pourquoi le titre c'est ça. Donc, on comprend que c'est un événement qui va se passer dans le prochain chapitre, puis on dirait que ça fait en sorte que c'est un page-turner. C'est pas quelque chose que je ressens souvent dans les titres de chapitres, mais là, je l'ai vraiment beaucoup ressenti. Je disais le titre, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que je sache pourquoi ça s'appelle comme ça, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. J'étais vraiment intéressée par cette histoire-là. J'ai complètement embarquée dans ce roman historique-là, qui est un quatuor, qui est 4 tomes, si je me trompe pas. J'ai vraiment envie de découvrir le deuxième assez rapidement, de plonger dans cet univers-là. J'ai une bonne idée des défis qui s'en viennent pour Corinne. J'ai mon propre espoir pour certains enjeux de sa vie, quoique à l'époque, c'était pas bien vu ce que je souhaite. Mais une grande surprise, définitivement, je ne m'attendais pas à aimer autant, à embarquer autant, à être autant investi. Alors, c'est un succès pour Un bonheur si fragile de Michel David. Merci à Mamie pour la suggestion. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.